conduisais sur les routes de campagne, à la limite de la ville. Il faisait sombre, il n'y avait aucun éclairage. Il y avait quelques aires de repos par-ci par-là, et je devais rencontrer une femme trouvée sur Craigslist, et je me sentais déjà un peu nerveux. Je roulais assez vite, sans aucune autre voiture en vue, quand soudain j'ai vu un homme traverser la route en courant. Il était déjà presque devant ma voiture. On aurait dit qu'il était poursuivi par un autre homme que je n'ai vu que lorsque j'ai fait une embardée pour éviter le premier tout en freinant brusquement. Ma voiture est partie un peu en travers et a percuté le deuxième homme, assez violemment, mais pas à pleine vitesse. J'ai entendu un gros bruit sourd, mais je ne l'ai pas vraiment vu percuter. Ma voiture a fini sur le bas-côté de la route. Le premier gaz avait disparu quand je suis sorti, il avait continué à courir. C'était un signal d'alarme, mais je venais de percuter quelqu'un et j'avais peur de l'avoir tué. J'étais tout tremblant et j'avais cette boule au ventre. J'ai couru vers un homme allongé au sol, respirant fort. Dieu merci, il était en vie. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il n'a pas répondu. Il continuait à respirer fort. J'ai appelé le 911 avec mon téléphone. Au moment où je composais le numéro, c'est là que je l'ai entendu dire « Non, n'appelle personne, n'appelle pas la police ». Il semblait vraiment alarmé. Je l'ai regardé, téléphone en main et lampe allumée, puis je lui ai demandé s'il pouvait se lever. Il s'est levé lentement avec une légère boiterie. Avec ma lumière braquée sur lui, je pouvais voir que ses vêtements étaient entre tous en lambeaux et il portait 2 couches de vêtements avec une veste maintenant déchirée aux manches. Il avait du sang sur les bras, sûrement à cause de sa chute au sol. Il a dit « Je vais bien ». « Tu as des cigarettes ?» ?»« Ouais, bien sûr, je vais les chercher. » J'avais toujours un paquet dans la boîte à gants. J'étais un fumeur occasionnel et je ne fumais qu'avec mon collègue, pas depuis un moment. Nous sommes allés jusqu'à la voiture, j'ai pris les cigarettes, je les lui ai données et j'ai mis mon téléphone à charger. La voiture était toujours allumée et pendant que je faisais ça, il m'a demandé un briquet et j'ai dit « Attends, laisse-moi le chercher ». Alors qu'il allumait sa cigarette, je lui ai demandé « Qui était l'autre gars ?» Il a dit que quelqu'un lui avait volé son sac à dos pendant qu'il dormait. Ah d'accord, il était sûrement sans abri, alors je me suis senti tellement mal que j'ai commencé à sortir mon portefeuille. Je voulais lui donner tout l'argent que j'avais par culpabilité. Il avait l'air d'aller bien maintenant, malgré ses bras ensanglantés et écorchés, car sa respiration était redevenue normale. En sortant mon portefeuille, je lui ai demandé « Tu es sûr que tu ne veux pas que j'appelle une ambulance ?» C'est alors que la douleur la plus vive a traversé mon visage. Ma vision a été floue brièvement. J'ai commencé à chanceler et j'avais l'impression que mon corps allait s'effondrer. J'avais la tête qui tournait. En reprenant connaissance, j'ai vu ma voiture s'éloigner. Il m'a frappé et s'est enfui, me laissant avec un sacré mal de tête. Je suis resté là, choqué, comme figé dans le temps. J'ai instinctivement sorti mon téléphone. Puis j'ai rappelé l'avoir laissé en charge. Merde. J'ai vérifié sous ma veste si mon arme y était encore. J'ai ressenti un soulagement en touchant le métal froid de mon Sig-Sauer. D'accord, c'est bon. Au moins, je ne suis pas sans défense ici. J'ai continué à marcher sur la route sans fin en espérant trouver quelqu'un. J'étais en colère et effrayé. Quelques kilomètres plus loin, j'aperçois des lumières. En m'approchant, je vois que c'est l'un de ces toilettes publiques. Il n'y a rien d'autre en vue. Il pourrait quand même y avoir une cabine téléphonique. Qu'est-ce que je vois ensuite ? Je n'en croyais pas mes yeux. Il y a une voiture qui ressemble exactement à la mienne, garée juste devant. Je jette un coup d'œil. Le gars qui a pris ma voiture est en train de dormir. On dirait qu'il s'est nettoyé le bras. Pas de veste. Ce crétin. Il aurait pu continuer, mais je suis content qu'il ait arrêté. Je prends mon arme et tente d'ouvrir la porte. Elle est verrouillée. J'essaye toutes les portes. Verrouillée. Je ne voulais pas le réveiller en frappant sur la voiture parce que j'avais peur qu'il parte en voiture. J'ai regardé partout par terre et il n'y avait rien pour casser la vitre.
J'ai rangé mon arme, retiré ma veste et l'ai enroulée autour de ma main. Je la brise, le verre vole partout et le gaz se réveille en sursaut et commence à s'agiter. En même temps, je jette la veste et sors vite mon arme. Je vise sa tête avec mon arme. Il supplie. Ne me tirez pas dessus. Plutôt que de s'excuser, il sort cette connerie. Je lui dis de sortir et de marcher vers le mur en me tournant le dos. Alors je recule pendant qu'il obéit. Je lui dis de ne pas bouger, puis je lui demande où sont mes clés. Après avoir récupéré mes clés, je suis parti en voiture avec du verre partout à l'intérieur. Je n'ai jamais appelé la police parce que je l'avais frappé plus tôt, puis parce que j'avais sorti une arme sur lui. J'avais peur et je m'inquiétais de la légalité de tout ça. En plus, j'avais acheté l'arme sur un site d'annonce, mais le vendeur n'avait jamais signé l'acte de vente, seulement moi. Donc ça aussi, ça me stressait. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est qu'il vérifie mon arme après qu'il leur en ait parlé et qu'il découvre que le type qui me l'a vendue l'a déclaré volée. J'aurais probablement pu les appeler sans problème, mais j'étais en plein bad trip et je n'ai jamais rencontré la fille de Craigslist. Je suis rentré chez moi. Il y a 2 semaines, je suis allé camper dans les montagnes du Zagros dans le cadre d'une session de détente de dernière minute après l'université. Je me préparais à commencer à travailler dans un cabinet d'avocat local, mais je voulais voir un peu plus du monde avant que trop de temps ne passe. Sur un coup de tête, je me suis acheté un billet et 3 jours plus tard, je prenais l'avion depuis l'aéroport international de Boston. 29 heures plus tard, je me tenais à l'un des points de départ du sentier, qui commençait dans le coin sud-ouest du plateau iranien et s'étendait sur 14 miles jusqu'à ce qu'il rejoigne un autre sentier. Même si je n'avais aucune idée de la géographie locale, j'avais sur moi quelques bons outils de navigation et le chemin était tellement simple que je n'avais pas peur de me perdre. Mon plan était de prendre 2 jours pour parcourir ce sentier, puis d'aller dans l'une des grandes villes pour découvrir un peu la vie nocturne. Je me trouverais peut-être 1 ou 2 filles pour me faire visiter, puis je rentrerai chez moi pour la fin de la semaine. C'était un plan infaillible et j'avais hâte de passer ma première nuit dans les bois. Tout s'est parfaitement passé ce jour-là. J'ai parcouru les 7 premiers kilomètres, puis j'ai installé mon campement dans un petit bosquet de chênes. Je n'avais vu personne d'autre là-bas, et le sentier semblait moins fréquenté que ce à quoi je m'attendais, mais j'adorais toute la faune que j'avais pu observer. J'ai fait un feu et réchauffé un des repas meal ready to eat de mon père, et à ma grande surprise, le ragoût de bœuf emballé par l'armée n'était pas mauvais du tout. Avant d'aller me coucher, je me suis assuré que tout était bien rangé pour que les animaux n'essayent pas de fouiller dans quoi que ce soit. Et je me suis endormi en quelques minutes après m'être glissé dans ma tente. Un peu plus tard, je me suis réveillé et il m'a fallu un moment pour me rappeler où j'étais. Je suis resté allongé, essayant de comprendre ce qui m'avait tiré de mon sommeil. Et après quelques minutes, je n'ai rien entendu. Rien du tout. Alors j'ai mis ça sur le compte d'un rêve et je me suis rendormi légèrement. La prochaine fois que je me suis réveillé, je pouvais voir la lune briller à travers la fenêtre de la tente, et j'entendais une musique douce et magnifique. Ma première pensée a été que cela ressemblait à une flûte comme on en entend dans les chansons celtiques, mais plus j'écoutais, plus cela sonnait, éthéré et décalé. C'était comme si plusieurs instruments jouaient, et tous les autres sons nocturnes de la forêt s'étaient arrêtés. Je me suis dégagé de mon sac de couchage et j'ai soigneusement ouvert la fermeture éclair de ma tente, pour qu'elle ne fasse aucun bruit brusque. Je ne pensais pas être en danger particulier, mais je voulais rester prudent, car il était, il faut l'admettre, étrange d'entendre de la musique au hasard, au milieu de nulle part, vers 3 heures du matin. J'ai laissé mes yeux s'adapter à la lune. Comme c'était la pleine lune, je pouvais voir mon campement suffisamment bien. Tout était en place et je n'ai vu personne aux alentours. La musique semblait venir d'un des côtés de la clairière et elle ne paraissait pas particulièrement proche.
J'ai remis la tête dans ma tente juste assez longtemps pour attraper mes bottes et une lampe de poche. Puis j'ai refermé la tente derrière moi et j'ai commencé à suivre la musique. J'étais extrêmement curieux et je me suis dit que si je gardais une bonne distance du son, personne ne saurait jamais que j'étais là. Je me suis faufilé le long du bord de la clairière, essayant de rester dans l'ombre tout en rendant mes pas légers. J'ai suivi la musique envoûtante dans l'obscurité, mes sens en alerte maximale alors que j'essayais de la suivre. Je n'étais pas le meilleur des forestiers, mais j'aime penser que je pouvais gérer ça. Après environ 10 minutes, je me suis arrêté, la poitrine serrée dans un moment de panique aveuglante. Celui qui jouait de la musique était probablement parfaitement amical, au cas où il réaliserait que j'étais sans défense. Bien sûr, je pourrais toujours leur donner un coup de poing, mais ça ne me servirait pas à grand-chose s'ils avaient une arme ou s'ils pouvaient encaisser un coup. J'ai commencé à regarder le sol près de moi, et j'ai vite trouvé une branche épaisse et solide qui semblait pouvoir faire des dégâts, si nécessaire. Je l'ai calée sous mon bras, la serrant contre moi en avançant. Il m'a fallu encore 5 minutes, mais j'ai vite trouvé la source de la musique. En m'approchant, j'ai éteint ma lampe torche et j'ai attendu pour voir qui était là. Mon cerveau a mis du temps à comprendre ce que je voyais. Je m'attendais à voir quelqu'un assis à un campement en train de jouer de la musique, mais tout ce que j'ai vu, c'était un cerf. La clairière baignait dans la lumière lunaire et la lampe de poche était si puissante que je regrettais de ne pas avoir d'appareil photo. Au bout d'une minute, il a levé la tête du buisson de baie sur lequel il broutait, et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas un cerf. Son unique bois était long et en spirale, presque comme celui d'une gazelle, mais je pouvais voir que chaque branche avait un trou. Le bois agissait comme un pamphlet, car il produisait un son musical chaque fois que la brise soufflait à travers lui. Je l'observais avec fascination, et c'est alors que je me suis rendu compte que nous n'étions pas seuls. Le long de la lisière de la clairière, plusieurs animaux avaient passé la tête et observé prudemment les environs. Ils étaient maintenant tous attirés par la créature semblable à un cerf, et ils semblaient aussi fascinés par la musique que moi. Chaque fois que le vent soufflait, l'animal s'approchait un peu plus, et bientôt je pus voir qu'il y avait un mélange étrange parmi eux. Il y avait quelques hyènes rayées, un serpent, quelques daims persans, des lapins et même une vache. Je ne savais même pas que l'Iran avait ce genre de cerfs, encore moins des hyènes, donc cela m'a surpris. Alors que j'essayais d'identifier le reste des animaux, une rafale de vent violente s'est mise à souffler, et les animaux, autrefois silencieux, sont soudainement devenus agités. Par-dessus les sons furieux des sifflements, grognements, mugissements et coups sourds, j'entendais la musique s'élever, mais elle avait maintenant une qualité plus lourde et agressive. Les animaux se sont retournés les uns contre les autres, déclenchant la guerre. Morsures, griffures, coups de pied. Et les piétinements les éliminèrent jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 animaux. La vache et l'une des hyènes restèrent debout, haletantes, se faisant face, couvertes d'entailles sanglantes, et la vache semblait avoir perdu un œil alors que la chanson violente s'estompait. La vache secoua la tête comme si elle essayait de chasser une mouche de son oreille, et la hyène laissa échapper un gémissement apeuré et confus au milieu du carnage. La créature cornue était restée au même endroit, et je ne pense pas qu'elle ait bougé d'un pouce. Elle s'éloigna enfin du buisson, enjambant prudemment les carcasses et la boucherie jusqu'à se placer devant les animaux restants. Ils tinrent leur position et la hyène se mit à grogner. La créature ressemblant à un cerf secoua la tête et un sifflement perçant, semblable à un sifflet, sortit de sa corne. Cela effraya les animaux qui s'enfuirent de l'un tous les deux. Je n'avais aucune idée de ce que je venais de voir. C'était arrivé si brutalement et si rapidement qu'il avait été difficile de suivre un seul animal, et j'ai dû me forcer à respirer régulièrement pour ne pas vomir. Je n'avais jamais vu un tel carnage, et je ne pouvais pas empêcher mes mains de trembler alors que je commençais à reculer. La créature s'avança délicatement vers le centre de la clairière et, à mon grand dégoût, elle commença à se nourrir des animaux abattus.
Je pouvais entendre les os craquer dans un bruit humide, et c'est à ce moment-là que mon estomac m'a trahi. J'ai vomi, et quand j'ai enfin cessé de vomir, il avait disparu. Je pouvais sentir l'odeur du sang et des viscères dans l'air, ce qui a provoqué une nouvelle vague de crampes nauséeuses dans mon estomac. Je suis retourné à ma tente, rampant presque par moments, et cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le peu de sommeil que j'ai eu a été rempli de cauchemars, et sans hésiter, j'ai écourté mon voyage. Quand j'ai de nouveau eu accès à Internet, j'ai passé un moment à essayer de découvrir ce qu'était cette créature, et il semble que c'était un Shadva. La façon la plus simple de l'expliquer était de l'appeler une licorne carnivore, et on pensait qu'elles avaient disparu il y a des centaines d'années. Les animaux qu'elles préfèrent réagissent au son de leurs cornes, mais à ce moment, il est trop tard pour fuir. C'est une créature fascinante, mais j'espère ne jamais en revoir une. Au cours d'une semaine, j'ai eu plusieurs rencontres étranges. Tout a commencé quand j'étais assis dans un terrain vague à discuter avec mon pote. On avait entendu des chiens pleurer et hurler. On en a rigolé un peu, mais ensuite on a vu un cerf sortir. Et ça n'avait tout simplement pas l'air normal. On aurait dit quelque chose qui essayait de ressembler à un cerf. Ses pattes ne bougeaient pas normalement et on aurait dit qu'il était ivre. Le cerf finit par s'enfuir et on commence à entendre les chiens hurler. Et ils semblent angoissés. J'étais complètement effrayé. En tant qu'autochtone, j'ai souvent entendu des histoires sur les skinwalkers, et en conduisant, nous avons tous remarqué une odeur putride. La nuit suivante, en traversant la ville en voiture, j'ai encore senti cette odeur. De la viande pourrie, c'est la meilleure description pour l'instant. Un cerf qui a l'air étrange comme celui aperçu la nuit précédente surgit et fixe mon véhicule avant de s'enfuir dans l'obscurité. Alors qu'on termine de descendre la rue, on entend un homme crier et on se tire de la fissa. On retourne chez lui, on s'assoit et on se détend sur la terrasse en faisant des théories sur ce qui vient de se passer, et on entend un sifflement grave. En revenant à mon véhicule, j'ai encore entendu les chiens hurler. Un gros chien noir sort en courant d'une maison et me fixe du regard avant de s'enfuir. Je suis rentré chez moi en voiture, envahi par l'effroi et le malaise. J'ai travaillé la nuit suivante comme agent de sécurité et devais patrouiller une petite zone, juste 2 remorques de matériel. J'avais déjà fait le tour des remorques une fois et j'étais sur le point de recommencer quand j'ai entendu un hibou tout près. J'ai continué à marcher et j'ai trouvé une grande plume entre ces remorques. Je venais juste d'y passer. Elle était posée exactement là où j'avais éclairé avec ma lampe torche et où je n'avais rien vu. Je suis rentré chez moi et j'étais allongé dans mon lit. J'ai entendu quelque chose marcher autour de la maison et frapper contre le mur. Puis j'ai entendu quelque chose essayer d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. J'essaie de rester aussi rationnel que possible, mais je commence à flipper. Est-ce que ça pourrait être un skinwalker ? Alors, ma femme et moi, on fait beaucoup de randonnées et de trekking. Plus l'endroit est isolé, mieux c'est. En 2015, ma femme et moi étions dans la région sauvage de Bitterroot, dans le Montana. Nous étions partis depuis 2 semaines. Sur un parcours de 100 miles, nous avons trouvé des sentiers que nous avons reliés ensemble sur quelques cartes topographiques pour former une boucle. Nous n'avions vu qu'une seule autre personne, Tom. Nous l'avons rencontré lors de notre 2e jour, qui était son dernier jour. Il nous a dit qu'il n'avait vu ni croisé personne là-bas, donc autant que nous le sachions, nous allions être seuls là-bas. Il nous a dit que la saison de chasse était dans quelques semaines, mais qu'il pourrait y avoir des éclaireurs, donc il fallait faire très attention à notre nourriture, à l'endroit où nous mangeons et où nous sommes envoyés, parce que c'est un pays d'ours et qu'il en avait vu quelques-uns, et même une avec des petits. Il a aussi mentionné qu'il avait entendu des cougars au loin, mais que nous devrions aller bien. Tant que nous restions ensemble. Nous avons campé ensemble cette nuit-là,
et le lendemain matin, nous l'avons remercié pour sa compagnie, toutes les informations qu'il nous avait données, puis nous nous sommes séparés. Pendant 2 semaines, nous avons fait de la randonnée, vu de superbes panoramas, nagé, vu et entendu des animaux sauvages et tout ce à quoi on peut s'attendre en pleine nature. Nous n'avons plus vraiment pensé à Tom après quelques jours dehors et nous n'avions vu personne. Nous avons tenu notre solitude pour acquise et relâché notre vigilance. En ce qui concerne les autres, nous étions complètement seuls là-bas. Nous étions dans nos derniers jours dehors, terminant le voyage, revenant tranquillement vers le début du sentier et profitant simplement de tout cela. Nous avons trouvé un bel emplacement plat pour la tente, fait un feu, préparé le dîner, suspendu notre sac de nourriture, puis nous sommes retournés à notre tente pour la nuit et avons passé une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, comme le font les randonneurs, nous avons démonté le camp aussitôt que possible, pris un petit déjeuner et un café. Mais avant de quitter le camp, j'avais vraiment besoin d'aller à la selle. Je m'éloigne de la tente pour chercher un endroit approprié. En me promenant, je trouve un endroit pour creuser mon trou de chat. Je tombe sur une chose bosselée qui ressemble à un buisson. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un là-bas, car nous n'avions vu qu'une seule autre personne au début, et plus personne depuis. Je ne faisais pas attention. Je cherchais un endroit où aller, et je ne faisais pas attention aux gens. Ces deux-là étaient en mode camouflage ou déguisement, et je n'avais pas réalisé qu'ils étaient là. Ils n'ont pas entendu ni réalisé que je m'étais approché d'eux jusqu'à la toute dernière seconde, quand j'étais juste au-dessus d'eux, trébuchant sur l'une de leurs jambes. Ils m'ont fichu une de ces trouilles, et je leur ai fichu une de ces trouilles aussi. En heurtant sa jambe, je l'ai surpris. Il a sursauté, faisant tomber leur cachette pour la révélation. Le gars qui était à genoux avait un pénis dans la main, apparemment en train de faire une fellation à l'autre gars qui était appuyé contre l'arbre. Il me regarde avec un air de « C'est quoi ce bordel? T'es qui toi ?» Et je me fais prendre. Mon regard va de l'homme au pénis de l'homme au pénis de l'homme, et le gars debout me crie dessus. « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Ils s'agiteront pour se relever. L'autre remonte son pantalon tout en se battant tous les deux avec le store qui est coincé entre eux. Moi, sous le choc de ce que je viens de voir, je reste planté là pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'essaie de trouver mes mots pour m'excuser, mais je ne dis rien, juste « Désolé les gars, amusez-vous bien ». Puis je retourne à mon campement, presque en courant. Ils m'ont crié de m'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. C'était le sprint de 200 mètres le plus long de ma vie. Je suis rentré au campement et ma femme a tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose. Elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit de prendre ses affaires et on s'est dépêché de sortir de là sans dire un mot. Après environ 1 heure à courir et à marcher, on a dû s'arrêter. Je n'avais toujours pas été à la selle et j'en avais vraiment besoin. On a pris un sentier pour faire une pause, grignoter et lui expliquer ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était inquiète et que je lui avais fait peur. Elle a eu peur tout le temps, pensant que j'avais été poursuivi par un ours ou un cougar ou quelque chose comme ça et que c'était après nous. Je lui ai dit que ce n'était pas ça, juste 2 chasseurs cachés qui se faisaient des gâteries. On en a parlé. Elle m'a demandé si je pensais tôt qu'ils nous cherchaient, madame. Je lui ai dit qu'il m'avait crié dessus pour savoir ce que je faisais là. Si on devait juste retourner à la voiture et partir. Non, attendons-les au cas où ils seraient à l'entrée du sentier. Comme je l'ai dit, cela faisait 2 semaines qu'on était dehors. Nous rentrions progressivement. Nous étions à moins d'1 journée de marche du début du sentier. Donc ils ont dû sortir après s'être fait attraper, non ? Après en avoir discuté un moment, on a un peu rigolé et on a continué à marcher jusqu'au ruisseau où on allait camper pour la nuit suivante. Nous avons campé hors sentier sur un bel affleurement, sans incident. Le lendemain matin, nous démontons le camp, faisons notre routine et repartons en randonnée jusqu'au début du sentier. Avec ça, nous ne pensons plus vraiment aux 2 chasseurs.
À l'entrée du sentier, nous croisons deux dames qui avaient préparé le petit déjeuner et nettoyaient. En marchant vers le parking, elles lancent les questions habituelles sur la randonnée en pleine nature. Depuis combien de temps étions-nous là? Combien de kilomètres avons-nous fait? Avons-nous vu des ours? Qu'est-ce qu'on a mangé? Puis parmi tout de même, une dame a offert un peu de nourriture qu'il leur restait. Alors l'autre femme commence à crier « Eh chérie, ces deux-là ont parcouru le même sentier que toi et machin l'autre jour. » Mais eux étaient repartis 2 semaines. Apporte-leur un peu de vraie nourriture et du jus. Le mari passe la tête hors de leur camping-car pour dire bonjour. Et voilà, c'était le chasseur qui était contre l'arbre. Son sourire a disparu, son visage est devenu blanc, puis il a pris un air furieux en réalisant à qui il avait affaire. Dans son corps, le donneur tourne ce fichu coin de la caravane et me voit debout là. Je sens le sang quitter mon corps d'un seul coup. Et le visage de ce gars passe de joyeux à l'incrédulité et à la peur en me voyant. La femme a alors demandé si nous étions tombés sur leur mari là-bas alors qu'ils cherchaient à ramasser du gibier hier. Alors que je bafouille, elles échangent dans des regards entre elles et vers moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ma femme répond « Oui, nous aimerions vraiment manger de la vraie nourriture. »« Non, nous n'avons vu personne. Vous êtes les premiers que nous voyons depuis 2 semaines. » La femme se tourne vers les chasseurs et dit « Vous deviez avoir de très bonnes cachettes. » Je pense que les chasseurs et moi, on a tous eu une mini-crise cardiaque. Un gars fait un signe de tête. Ma femme et moi acceptons gracieusement leurs pancakes et leurs saucisses. Je vois les 2 chasseurs discuter tranquillement entre eux, en me jetant un coup d'œil de temps en temps. Je fais de mon mieux pour éviter la situation en allant vers la voiture, pendant que ma femme remercie les femmes des chasseurs pour la nourriture. Les 2 chasseurs, avec leurs armes de poing à la ceinture, s'approchent de moi avec une bière. Celui qui était dans l'arbre me la pousse un peu contre la poitrine, en me demandant si j'avais vu quelque chose là-bas. Mon cœur s'est arrêté net. Encore une fois, j'ai bafouillé. À part quelques animaux sauvages, rien de vraiment remarquable. Ouais, nous n'avons pas vu grand-chose non plus. Mais on est vraiment surpris que tu ne nous aies pas entendu traverser ton camp la nuit dernière. Fais attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver là-bas, en plein milieu de la forêt. Après quelques secondes, l'autre esquisse juste un sourire en coin et il se tourne pour partir. Bon retour chez toi. Je ne savais pas ce qui allait se passer à ce moment-là, alors je me préparais à me battre. J'étais un peu secoué en quittant le début du sentier, et ma femme m'a demandé si j'allais bien. Et si c'était non les types que j'avais vus, j'ai répondu « Ouais, tu en penses quoi, chérie ?» Et puis j'ai demandé ce qu'ils m'ont dit. Je lui ai dit que je pensais devoir me battre, mais ils m'ont juste donné une bière agressivement pour acheter mon silence. Je n'ai pas évoqué leur menace passive-agressive sur le fait de traverser notre camp. J'imagine que les chasseurs peuvent vraiment être des connards parfois. Pendant des années, j'ai lu des choses qu'on compte sur les skinwalkers, et ce n'est que récemment que j'en ai fait l'expérience moi-même. Je vis en banlieue, dans un quartier résidentiel où il y a souvent des opossums et des animaux errants. Je n'en ai jamais eu peur. Une nuit, j'étais dans mon jardin en train d'être mélodramatique et de brûler quelques photos, ce qui m'avait rendu incroyablement triste et négatif. Pendant ce moment-là, j'ai ressenti une présence intense. J'avais l'impression d'être observé, et j'entendais parfois des feuilles se faire écraser. J'ai paniqué et je suis rentré à l'intérieur. Je me suis endormi sur mon canapé, et quelques instants après m'être assoupi, j'ai entendu de grands coups frapper à ma porte arrière. J'ai réveillé mon colocataire et je lui ai raconté ce qui s'était passé, en lui demandant d'aller vérifier avec son arme. Quand nous avons regardé dehors, nous avons vu un chat assis sur les marches qui nous fixaient, et il ressemblait étrangement au chat que nous nourrissions depuis des années. Sauf que quelque chose n'allait pas du tout, ses marques étaient complètement différentes. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un humain, et nous avons tous les deux eu des frissons en le voyant. J'ai lu que, pour pouvoir copier l'apparence d'un être,
Le skinwalker doit tuer cet être, mais après, j'ai bien revu notre chatte habituelle avec ses marques habituelles. C'était vraiment troublant. C'est arrivé à ma mère dans les années 80. Ses parents étaient morts quand elle était jeune et sa tante, qui s'était occupée d'elle pendant son enfance, était soudainement décédée d'une tumeur. Les choses n'allaient pas bien, car ma tante avait beaucoup de dettes et ma mère a dû vendre presque tout ce qu'elle possédait pour essayer de les rembourser, ce qu'elle n'a même pas pu faire au final. Cela l'a laissée sans abri et, avec le peu d'argent qu'elle avait, elle a acheté une tente et a fini par camper dans les bois à la périphérie de notre ville. Elle a eu un début difficile et ce n'était vraiment pas l'idéal. Mais elle a trouvé un travail comme serveuse dans un club de striptease local à proximité. Il y avait des douches qu'elle pouvait utiliser et elle était très reconnaissante de pouvoir simplement se laver. Elle m'a raconté qu'une fois, vers 3 heures du matin, alors qu'elle terminait son service, elle rentrait chez elle. Cette nuit-là, un homme avait essayé de lui parler, mais tout ce à quoi ma mère pensait, c'était de gagner cet argent ce mois-ci pour pouvoir, espérait-elle, trouver un endroit à louer, car vivre dans une tente n'est pas seulement dangereux, c'est aussi franchement horrible. On ne peut pas mettre sa vie dans une petite bâche en plastique, comme elle le disait. Bref, ce type la suivait jusqu'à chez elle. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était belle et qu'il voulait l'inviter à sortir. Mais ma mère n'était pas intéressée et elle lui a demandé de partir, en lui disant qu'elle attendait que son mari vienne la chercher près de la forêt. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner à son campement parce que ce type la retrouverait, et ce n'est pas comme si elle avait une quelconque protection ou sécurité, alors elle est partie dans une autre direction et a continué à marcher. Le type, probablement encore un peu ivre, insistait toujours, et elle commençait à être très agitée. C'est à ce moment-là, sorti de nulle part, qu'il s'est mis à courir, et ma mère a instinctivement couru vers son campement. Elle a couru aussi vite qu'elle pouvait et a affirmé avoir semé le type. Quand elle est arrivée dans une tente, elle a éteint sa lampe de poche et elle est restée là, silencieuse. Elle ne voulait même pas entrer dans le sac de couchage parce qu'elle ne voulait pas faire de bruit, et elle était consciente du moindre son autour d'elle, alors que chaque bruit traversait la tente pendant qu'elle écoutait sans silence, devenant de plus en plus nerveuse. Elle a attendu jusqu'à s'évanouir de peur. Elle ne sait pas à quelle heure cela s'est produit, mais elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Il faisait sombre et elle entendait des pas frôler près de sa tente. Elle était morte de peur à ce moment-là, convaincue que c'était l'homme de tout à l'heure. Elle essaya de plisser les yeux, mais sans aucune lumière, il était impossible de voir, car ce type n'avait pas non plus de lampe de poche. Comment diable a-t-il pu trouver sa tante, pensa-t-elle. Peut-être avait-il allumé la lampe de poche avant qu'elle ne s'allonge là, se préparant déjà à mourir, prête à accepter les sombres intentions de ce malade. Elle n'avait même aucune protection, ni couteau, ni arme à feu. Rien. Peut-être que l'extrémité émoussée de la lampe de poche pourrait faire des dégâts, mais c'était du plastique léger et bon marché, et elle en doutait fortement. Alors qu'elle attendait en silence, les pas s'éloignèrent, et elle resta sur ses gardes, attendant leur retour. C'est lorsque les premières lueurs du jour commencèrent à percer qu'elle trouva le courage de sortir de sa tente et de regarder autour d'elle. Elle ne trouva rien d'anormal, mais alors qu'elle se levait pour aller aux toilettes, elle aperçut un papier par terre qui n'était pas là à son arrivée. C'était un prospectus de son lieu de travail et un message inquiétant était griffonné au dos. « Sois là demain et je te tuerai. » Il ne lui a pas fallu longtemps pour abandonner sa tente, et elle a dormi ailleurs, chez l'une de ses collègues pendant les quelques nuits suivantes. Finalement, cela a duré 2 ans car elles se sont plutôt bien entendues et elle a enfin eu assez d'argent pour avoir son propre logement, puis elle a rencontré mon père, mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Ma mère n'aime pas trop revenir sur ce qui s'est passé, mais elle sait très bien qu'elle a eu de la chance car ce type a réussi à la retrouver et elle était sans défense.
Il aurait pu faire des choses horribles pendant qu'elle dormait, qui sait. S'il avait eu ce qu'il voulait, je ne pense pas que j'aurais une mère ni que je serais là pour raconter son histoire. Quand j'étais enfant, vers 6 ou 7 ans, mes parents emmenaient mon frère et moi camper tout le temps. Il y a eu une fois où nous campions au milieu de cette forêt, où l'on pouvait payer pour avoir sa propre parcelle le long du sentier. Mon père en choisit une qui se trouve au bout du sentier, pour qu'on n'ait pas de gens qui passent enfin devant nous le matin pour aller aux toilettes, toilettes ou aux douches. Probablement la deuxième nuit où nous étions là, mon père nous laisse rester éveillés jusqu'à minuit et demi, ce qui est énorme quand on est enfant. Il nous raconte toutes ces histoires effrayantes et on passe le meilleur moment de notre vie. Juste au moment où on s'apprête à aller se coucher, on voit une silhouette à vélo qui s'approche de nous. Je me dis que c'est un garde forestier, ou quelqu'un comme ça, pour vérifier si tout va bien pour nous. Non. Ce type d'un complètement bourré descend de son vélo et commence à marcher vers notre emplacement. En s'approchant, je vois qu'il a un fusil sur l'épaule. Il commence par dire quelque chose comme « Pourquoi vous êtes à ma place ?» et toutes ces histoires étranges sur sa présence ici chaque nuit. Mon père lui demande poliment de partir. Je remarque que mon père commence à se crisper. Ce type commence à s'en prendre complètement à mon père. Mon père se lève et le type attrape son fusil dans son dos. Dès que ça arrive, mon père plonge la main dans le feu et balance une bûche sur le gars. Mon père le plaque au sol et nous ordonne à ma mère, mon frère et moi d'aller chercher les gardes forestiers. On court et on prévient les gardes forestiers qui cherchaient déjà le type et ils vont aider mon père. Mon père a été emmené pour être interrogé et il a été relâché le lendemain matin. Ses mains étaient sacrément couvertes de bleu, mais il n'avait aucune trace de brûlure. Ce matin, je suis parti de la maison tôt, à exactement 4h45. J'avais un rendez-vous tôt et je devais conduire environ 3 heures pour arriver à ma destination. D'habitude, je prends les routes principales, mais j'ai décidé de prendre les routes secondaires qui traversent une réserve indienne. Cette route me ferait gagner environ 45 minutes et j'aurais largement le temps en arrivant à mon rendez-vous. J'ai entendu les histoires sur les skinwalkers et je n'ai jamais pensé que j'en verrais un. Ce matin, je suis certain d'en avoir vu un. Je roulais à environ 60 sur une route de la réserve quand je suis tombé sur un troupeau de chevaux. J'ai ralenti en pensant qu'un cheval pourrait traverser ma route et que je pourrais avoir un accident. Je n'ai vu aucune voiture sur cette route. Quelque chose a attiré mon attention. C'était quelque chose d'ombreux qui bougeait à côté de ma voiture. Je me suis retourné, mais c'était hors de vue. Et j'ai regardé dans le rétroviseur. C'est là que j'ai vu son visage. Elle ressemblait à une vieille femme. Le visage était peint en blanc. Ça avait l'air horrible. C'était effrayant, très mauvais et laid. J'ai détourné les yeux, crié et accéléré. J'étais en pleine panique, sans aucune intention de regarder en arrière, et j'ai continué à conduire aussi vite que possible. J'étais dans un état lamentable. J'avais envie de pleurer et de reprendre mes esprits, mais je n'aurais jamais osé m'arrêter sur cette route. J'ai finalement atteint la route principale et j'ai été soulagé de voir qu'il y avait plus de voitures sur la route. Mon cœur battait la chamade et je faisais une crise de panique. Je n'emprunterai plus cette route. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais je suppose que c'était un skinwalker. J'habitais autrefois dans un quartier de Memphis, Tennessee, qui était un peu craignos. C'était juste à la limite de ce que certains appelleraient le ghetto. Mais il y avait aussi un quartier proche qui était assez isolé et désert, car je vivais en périphérie de la ville, un peu près de la zone industrielle, près de Raleigh, pour ceux qui connaissent. J'avais 8 ans quand cela s'est produit, et ma sœur avait 5 ans de plus que moi. Nous allions parfois nous promener ensemble. Cette fois-ci, nous sommes allés à l'arrière du lotissement, plus loin que nous n'étions jamais allés auparavant.
Cette zone était assez sale et désolée pour une ville de cette taille, Gmachri. Juste des voies sans ferré et une installation industrielle à proximité. De l'herbe sèche et jaunâtre poussait entre le gravier des voies ferrées. De nombreuses saletés poussiéreuses jetées illégalement autour des voies. Autrefois, une meute de chiens errants parcourait mon quartier. Mais à part ça, on ne voyait vraiment jamais de gens ou de voitures là-bas. De toute façon, pas loin de mon quartier. Nous marchions simplement le long des rails, en discutant, en lançant des pierres, quand j'ai vu un mouvement étrange juste au-delà de la lisière des arbres de ce petit bois, à environ 12 mètres devant, un peu sur la gauche. J'ai demandé à ma sœur de regarder pendant qu'on avançait. Nous étions arrivés à environ 3 à 5 mètres de la zone boisée quand nous avons réalisé que le mouvement provenait en fait d'une mine au milieu de nulle part, apparemment cachée parmi les arbres et les épais sarments morts qui ornaient le bord du bois. Visage maquillé, chemise rayée noire avec pantalon noir, il avait aussi les expressions exagérées d'un mime. Ses yeux se sont grands ouverts comme s'il venait de sursauter. Il jouait pour nous, il en faisait vraiment trop. Peut-être qu'il essayait de nous attirer, peut-être de nous inciter à entrer dans la zone boisée où il se tenait, ou rôdait d'ailleurs. Honnêtement, je ne peux pas en dire beaucoup sur lui, car nous avons fui vite. Je me souviens cependant qu'il faisait très chaud ce jour-là, et que son maquillage était assez sale et dégoûtant, tout comme ses vêtements. Je sais que cela paraît difficile à croire, mais je vous assure que c'est arrivé. Je me demande parfois qui était ce mime. Je suis sûr qu'il n'était pas là pour kidnapper des enfants, mais qui sait ce qui se serait passé si nous étions entrés dans ce fourré, et pourquoi il était là. Il était tout simplement fou, je pense qu'il avait perdu la raison, ce qui est bien plus effrayant que n'importe quel inconnu dont j'ai entendu parler. J'ai passé des semaines seul dans les bois, et j'avais l'habitude de partir en camping en groupe environ 2 week-ends par mois pendant 10 ans. Je suis né dans le camping et j'adore ça. La plupart de mes sorties sont des voyages dans la forêt nationale d'Acala en Floride et dans d'autres parcs nationaux ou d'État. La plupart des événements étranges concernent d'autres personnes et des animaux, et je suis déjà tombé plusieurs fois sur des rassemblements néo-nazis et des réunions du clan. J'ai rencontré plusieurs chasseurs étranges et leurs chiens de pistage. Cependant, l'année dernière m'a enfin ouvert les yeux sur les dangers d'être seul. Je me rendais à mon endroit habituel à Acala, un camping primitif gratuit près d'un ruisseau secondaire, et j'ai remarqué un bus du département de la correction. L'officier m'a arrêté et demandé brièvement la raison de ma présence. J'ai demandé ce qui se passait parce que j'allais camper dans la région. Il m'a dit qu'un corps avait été découvert près de la route et qu'il était lié à une affaire dans la région, et que les prisonniers étaient là pour fouiller les environs. L'affaire était en train d'être montée contre un homme du coin lié au meurtre. J'ai quitté les lieux et je suis rentré chez moi au lieu de camper, en pensant tout le temps à l'année dernière, quand j'étais seul dans ma tente et que j'ai entendu des pas dehors. Pensant que c'était un ours, j'ai bruyamment armé mon pistolet pour être entendu. Mais au lieu d'un bruit d'animal, c'était le chuchotement d'une voix d'homme en train de rire. Je pense que j'ai peut-être évité de faire partie de cette affaire. L'homme a été arrêté pour quelque chose, puis relié à une tonne de meurtres dans la région, et il purge toujours sa peine en prison. À 13 ans, mes parents et moi avons voyagé au parc national de Yellowstone. Durant une randonnée, nous avons entendu un grand fracas et un cri « Faites attention !» Ce sont les mots qui ont été criés par quelqu'un qu'on ne voyait pas sur le sentier devant nous. Des centaines de bisons sont apparus, défonçant les arbres et venant vers nous. Poussés par notre instinct de fuite face à ces événements désastreux, nous avons couru aussi vite que possible à travers la forêt. À un moment donné, je suis tombé et je me souviens avoir crié à ma mère qui était déjà là pour m'aider. Mon père nous a crié de le suivre alors qu'il commençait à courir en haut de la colline, de l'autre côté du chemin. 5 secondes plus tard, nous avons vu le troupeau de bouffles passer devant nous.
Il s'avère que si jamais vous êtes poursuivi par un troupeau de buffles, vous devriez courir en haut d'une colline, car le troupeau ira naturellement vers le bas. Nous sommes allés dans un dîner juste après pour déjeuner, et j'ai commandé un burger au buffle, ce qui m'a donné un sentiment de victoire. Mon père adorait le plein air dans les Rocheuses du Colorado à la fin des années 1980. Il partait en randonnée d'une semaine avec ses potes. Un été, ils étaient en partie depuis quelques jours dans la forêt de Pikes. Ils ont installé leur campement dans un ravin qu'ils pensaient en sûr. Cette nuit-là, mon père a ouvert la tente pour aller pisser dans le noir, et dehors se trouvait une paire de pieds, nus et pâles. Mon père a crié et a ouvert la tente. Tout le monde s'est réveillé et a demandé ce qui n'allait pas. Mon père a dit que quelqu'un était pieds nus hors, ou sont dehors. Ils sont sortis, ont allumé leurs lampes et crié. Mon père a juré qu'il avait vu ce qu'il avait vu et a décrit les pieds en détail. C'était un tourmenté de vieux pieds tachetés. L'un d'eux avait même une bosse à la cheville. Tony, son pote, a demandé quel pied, le gauche ou le droit, et mon père a dit que c'était le droit. Tony a dit qu'ils devaient redéplacer leur camp tout de suite. Papa a demandé pourquoi. Tony a dit qu'ils n'avaient même pas le temps. Ils ont tout emballé puis déplacé en haut de la colline. Le matin suivant, ils découvrirent qu'une crue soudaine avait traversé le ravin durant la nuit. Cela les aurait sûrement tués. Le grand-père de Tony était décédé un mois plus tôt, et l'une des dernières choses qu'il lui avait dites était qu'il veillerait toujours sur lui. Les pieds que mon père a décrits rappelaient à Tony ceux de son grand-père. Mon père est très religieux, qu'il s'agisse de choses surnaturelles ou non. La vision paranoïaque de quelqu'un leur a sauvé la vie cette nuit-là. C'était vers 15h35 l'après-midi. Et c'était clair comme de l'eau de roche, évidemment. Et je vis à Herriman, dans l'Utah. C'est célèbre pour les skinwalkers. Surtout le Skinwalker Ranch, mais je suis vraiment sûr de ce que j'ai vu. Ma mère et moi venions juste de rentrer après qu'elle m'ait récupéré à l'école, et on avait aussi pris un McDonald's sur le chemin du retour. Ma maison a d'immenses fenêtres qui donnent sur la montagne, parce qu'on vit pratiquement dessus, et il n'y a que quelques autres choses derrière nous. J'étais simplement en train de profiter de mon McDonald's et de regarder la télé quand j'ai vu une grande silhouette sombre courir sur la montagne. Cette chose était plus grande que les arbres, qui faisaient environ 2,50 m de haut, et elle courait plus vite qu'un humain à travers les arbres et les broussailles de type armoise. Au début, je n'y ai pas fait attention, pensant que c'était sûrement un élan ou autre chose. Puis j'ai réalisé que ça courait sur 2 jambes, et la dernière fois que j'ai vérifié, les élans ou les cerfs ne courent pas sur 2 jambes. J'ai commencé à paniquer, et à ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'était. J'ai couru chercher les jumelles de mon beau-père, mais c'était déjà trop tard. Est-ce que ça pourrait être un skinwalker ? Je vis à la campagne dans un vieux cottage isolé, entouré de forêts et de champs. Il y a un chemin de terre d'environ 13 km qui mène à une petite ville appelée Bampton, dans l'Oxfordshire. Il était environ 23 heures et je suis sorti avec mon chien pour le promener, car j'avais travaillé toute la journée et je ne l'avais pas encore fait. Bref, nous descendions le chemin de terre quand mon chien s'est figé, et peu importe combien de fois j'ai appelé son nom, il m'a ignoré. Tout à coup, je me retourne et je vois cette espèce de cerf qui me regarde, avec un visage à moitié mort, et il avait du sang et de la chair qui tombait de sa patte. On voyait un os, et il m'a fixé pendant ce qui m'a semblé durer 8 minutes avant de se dresser sur ses pattes arrière, un peu comme un cheval, puis il est parti en courant à 4 pattes. J'ai couru jusqu'à ma maison et quand je suis arrivé, j'ai entendu un cri à glacer le sang venant de la direction de la forêt. J'étais terrifié, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que c'était que ça ? Il y a quelques années, un ami et moi avions l'habitude de camper dans les bois près de chez moi.
Techniquement, on n'en était pas censé camper là-bas, mais ce n'est pas comme si quelqu'un allait le remarquer si on le faisait. Bref, on a installé le campement, on a bu quelques verres, et finalement on est allé dans la tente vers 1 ou 2 heures du matin. Mes amis se sont endormis presque instantanément, mais moi je n'arrivais pas à me mettre à l'aise, car il y avait une pierre ou autre sous la tente là où je dormais. C'est une tente pour 2 personnes, donc il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger ou quoi que ce soit. Au bout d'environ une demi-heure, j'ai vu une faible lumière au loin qui brillait dans la tente et qui s'est lentement rapprochée. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réveillé mon ami immédiatement. Quand la lumière s'est approchée à 5 mètres de la tente, elle a tourné autour 1 ou 2 fois. Je tentais de calmer ma respiration et donner des coups de coude à mon ami pour le réveiller. Après ce qui m'a semblé une éternité, mon ami s'est enfin réveillé. J'ai pointé la source de lumière. Et nous avons fini par sortir en courant de la tente en criant. Et en agitant la hache que nous avions utilisée pour ramasser du bois pour le feu, à ce moment-là, la personne a semblé prendre la fuite, car nous n'avons jamais retrouvé aucune trace d'elle par la suite. Nous avons appelé mes parents et ils sont venus nous chercher pour nous ramener à la maison. Gardez à l'esprit que nous avions 17 ou 18 ans à l'époque. Une semaine plus tard, ma mère a appris par une amie promeneuse de chiens qu'un homme d'une vingtaine d'années cambriolait régulièrement les fermes locales pour voler du matériel agricole. J'ai donc pensé qu'il fouillait autour de notre camp pour voler quelque chose. 4 à 5 mois plus tard, un sans-abri a été arrêté pour avoir tué son ami dans une ville proche de chez moi. Apparemment, il avait l'habitude de dormir dans et autour des bois où nous campions. La morale de cette histoire, c'est de ne pas camper là où tu n'as pas ta place. Va trouver un vrai terrain de camping où il y a des gens qui pourront te protéger de ce genre de choses. Il vaut mieux payer 20$ pour un endroit sûr où camper que de risquer une confrontation plus tard. Mon petit ami et moi, nous sommes partis en randonnée dans les montagnes. J'avais déjà fait du camping auparavant, mais seulement du camping en voiture, et je n'avais pas eu à porter mon sac longtemps, voire pas du tout, donc c'était ma première vraie expérience de randonnée avec sac à dos. Après nous être perdus en cherchant un parking que la carte assurait être là mais qui n'existait pas, nous avons fait le tour de la montagne et avons finalement trouvé un parking au sommet. Nous avions prévu de descendre la montagne à pied, de camper, puis de remonter le lendemain. Au bout d'une heure de marche, il est peut-être 6 heures du soir, et nous tombons sur ce type assis sur le côté du sentier, en train de cuisiner sur un petit réchaud à gaz bon marché. Il nous demande si nous savons où nous sommes, et si nous pouvons lui indiquer la direction d'un certain endroit sur la montagne, en disant qu'il était garé là-bas. Il continue en expliquant qu'un ami l'a déposé et devait venir le chercher au point A. Puis il change d'histoire en disant qu'il était garé au point B et que l'ami qui l'a déposé est parti randonner ailleurs, tandis qu'un autre ami qui avait la carte est retourné au point C pour attendre dans la voiture. Finalement, nous souhaitons bonne chance à ce type et continuons sur le sentier. Le sentier est mal balisé et ne correspond pas à la carte que nous avons trouvée en ligne. Nous n'avons pas eu de vraie carte car le bureau du parc était fermé pour cause d'amiante. Donc nous sommes vraiment perdus quand nous arrivons à un sentier équestre sans aucun panneau pour nous dire si nous sommes toujours sur le bon chemin. Nous avons décidé de descendre le sentier pour voir si nous pouvions trouver un endroit où camper pour la nuit et retrouver notre chemin le matin. Les 2 côtés du sentier sont bordés de fils barbelés, ce qui nous empêche d'y camper. Finalement, nous tombons sur une énorme flaque d'eau au milieu du sentier et nous décidons de faire demi-tour et de revenir à une partie du sentier avant qu'il ne se transforme en sentier équestre. De cette façon, nous pouvons y camper pour la nuit car il faisait vraiment sombre et nous étions fatigués. L'homme de tout à l'heure était à environ 6 mètres derrière nous. Il nous a de nouveau parlé et, au cours de la conversation, nous avons appris qu'il avait des stupéfiants puissants, dont du fentanyl et un autre dont je ne me souviens plus du nom. À ce moment-là, il y avait tellement de signaux d'alerte, des histoires sur qui changent, il nous suit, du fentanyl. Alors nous sommes partis et avons décidé de retourner à la voiture et simplement de rentrer chez nous.
Nous habitons à environ 4 heures d'ici, et nous sommes à environ 10 km de la voiture, alors nous avons pris le sentier aussi vite que possible. Je me suis gravement déshydraté en chemin et j'avais du mal à avancer. Nous avions beaucoup d'eau, mais il faisait très chaud, et nous courions presque en montant la montagne. Finalement, j'ai commencé à avoir des hallucinations, pensant que je vomissais du sang, mais ce n'était que du Gatorade rouge, ou que du sang sortait de mes chaussures. La sueur. Et il y avait peut-être un ours quelque part à proximité, ou peut-être pas, mais ça pouvait aussi être une hallucination. Nous avons atteint le sommet de la montagne, 6 miles parcourus en 2 heures. Nous sommes arrivés au parking et c'est là que j'ai abandonné. J'ai attendu sur un banc pendant que mon petit ami prenait la voiture. Le parking était en courbe, donc nous étions hors de vue l'un de l'autre. Il est finalement revenu vers moi avec la voiture et m'a aidé à monter. Nous avons dormi un peu dans une station-service avant de rentrer. En quittant le parking en voiture, nous avons vu un panneau signalant que les autostoppeurs pouvaient être des détenus évadés. Parfait. Je me souviens qu'en grandissant, je passais quelques week-ends chez mes grands-parents. Ils vivaient dans la réserve, pas très loin de la petite zone sauvage. Mon grand-père avait ses 3 chiens. Il les appelait ses protecteurs. Il me disait qu'ils étaient son système d'alarme et qu'il l'avertirait si quelque chose s'approchait de la maison. Il m'a dit que quelque chose leur rendait visite la nuit et que les chiens devenaient un fou, aboyaient et poursuivaient quelque chose autour de la maison la nuit. Mon grand-père m'avait demandé de commencer à creuser de grands trous dans le sol pour qu'il puisse enterrer les niches des chiens sous terre. Mon grand-père a dit que cela donnerait un avantage aux chiens la nuit. Quoi que ce soit qui viendrait la nuit ne pourrait pas les voir avant qu'il ne soit trop tard. Plusieurs jours sont passés et c'était calme. Rien n'est venu à la maison la nuit. Mais une nuit sans lune, il faisait très sombre et j'ai entendu le premier chien au nord aboyer. Il a commencé à grogner et on aurait dit qu'il se battait contre quelque chose. J'ai entendu les 2 autres chiens accourir pour aider le premier. J'ai entendu un jappement et à ce moment-là, mon grand-père était déjà debout et a tiré un coup de fusil en l'air. Quoi que ce soit qui soit venu cette nuit-là était parti et le chien s'est calmé. Le lendemain matin, nous avons trouvé du sang et de longs poils autour de la niche du chien et mon grand-père a trouvé un doigt qui portait encore une bague en turquoise. Il pensait qu'un chien avait arraché le doigt d'un skinwalker. Après que mes parents aient entendu parler de l'agitation, je n'ai pas pu rester là plus longtemps et j'ai dû partir. Une semaine après, les chiens étaient morts. 2 d'entre eux étaient morts parce que leur peau avait été arrachée de leur corps, et l'autre avait été décapité. Mes grands-parents ont dû demander l'aide d'un homme médecine pour éloigner le skinwalker. Mon père a une grande propriété dans une région rurale d'Australie. Il y a environ 10 ans, il a eu un cheval qui est mort dans l'un des paddocks, juste à côté des broussailles épaisses qui entourent une rivière traversant sa propriété. Il a traîné le cheval avec un tracteur sous un arbre et l'a recouvert d'un tas de branches avec l'intention de le brûler plus tard. Il a oublié le cheval et il l'a laissé là à pourrir et maintenant il n'en reste plus qu'un tas d'os. Nous nous sommes souvenus que cela s'est passé il y a 10 ans et c'est un vieux squelette de cheval desséché complètement recouvert de bâtons, de feuilles et de branches. Tu ne pourrais même pas le voir. Il y a 2 semaines, papa est allé vérifier le paddock et il a remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose ou quelqu'un avait pris le crâne du cheval et beaucoup des plus gros os des jambes et les avait empilés en tas plus près des broussailles, à environ 50 mètres de l'endroit où ils étaient à l'origine. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Personne n'y a été à sa connaissance. Des charognards comme les renards ne s'intéresseraient pas à un tas de vieux os, et même s'ils l'étaient, ils ne pourraient trop pas traîner des os lourds et les empiler proprement. C'est un mystère total. Au lycée, mes copains et moi faisions du bateau sur le lac Powell pendant l'été, et nous campions à Loam Rock et traînions à Page, en Arizona, le soir.
Un soir, un habitant du coin nous a emmenés au trading post, à la limite d'une réserve là-bas. En chemin, notre guide adolescent essayait de nous faire peur avec des histoires folles de natifs, nous parlant des anciens hommes médecine et du cavalier solitaire. Nous avions déjà entendu parler de certains mauvais présages, comme un coyote qui traverse votre chemin, mais aucun de nous n'était vraiment superstitieux. Quand nous arrivons, nous nous retrouvons autour de plusieurs bâtiments abandonnés, à moitié en ruine mais dont quelques murs tenaient encore debout. Il faisait sombre à 2 heures du matin, mais on pouvait voir des graffitis et des bouteilles cassées sur le sol. Les structures n'étaient même pas très hautes, mais étaient plutôt construites dans des trous dans le sol. On nous dit qu'un des bâtiments était celui où une enfant était morte après avoir été enfermée lorsque ses parents étaient en partie, et ne sont jamais revenus. Nous sommes tous mal à l'aise, mais nous essayons de nous effrayer en plaisantant ou en prétendant avoir entendu quelque chose dans un bâtiment sombre. La locale qui nous avait emmenés là-bas jouait le jeu jusqu'à ce qu'elle se précipite vers une voiture et nous crie de monter. Alors, nous l'avons fait. On démarre en trombe et une fois de retour sur la route, on lui demande ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle ne veut pas avoir d'ennui. Et que ça porte malheur d'en parler. On pense qu'elle essaie de nous embarquer dans une histoire effrayante, mais elle n'est pas contente et ne veut pas en parler. Une fois de retour en ville, on est tous surexcités et on se taquine à propos de ce qui s'est passé. On va au complexe Wawip pour essayer de se faufiler dans les jacuzzis et je pars à la recherche d'un placard de femme de ménage ouvert dans l'un des bâtiments pour trouver des serviettes. En traversant le parking, je vois ce qui me semblait être le husky de quelqu'un, mais il est plus grand, marron et a une petite tête. Il était juste en train de m'observer. Il est un peu plus loin. Pensant que le propriétaire était proche, je n'ai pas fait attention et suis revenu avec des serviettes. Pendant qu'on se détendait dans le jacuzzi, à 1,50 m l'un de l'autre, 2 hiboux géants se sont posés sur la clôture derrière nous. Rien de trop fou, je suis le seul à le remarquer, mais ça semblait un peu étrange, et ces oiseaux étaient bêtes énormes. Le lendemain, on rencontre un autochtone au Taco Bell, et on lui raconte notre aventure, et il nous met en garde contre les skinwalkers. Il nous dit qu'il n'aime pas qu'on envahisse ou qu'on se moque de leur territoire. Il nous a averti qu'ils traquent dans leurs ennemis déguisés en coyotes ou en hibou. De toute façon, je ne fais plus de sorties nocturnes dans la réserve. Je conduisais dans l'ancien quartier de mon ami, gardant un œil sur l'endroit, car c'est un véritable point chaud pour le paranormal et le surnaturel. Lors d'une de ces occasions, c'est quand lui et moi marchions dans sa rue. Le soleil se couchait et la brise du soir glissait à travers les arbres, tandis qu'une surréalité paisible, lourde et étouffante emplissait l'atmosphère. Au moment où un frisson me parcourait le dos, il se tourna vers le bord du bois, et je fis de même peu après. Comme si c'était prévu, un cri d'homme douloureux et plein d'agonie brisa la sérénité étrange du soir. Maintenant sur nos gardes, car ce genre de choses arrive de temps en temps, nous accélérons le pas et marchons d'un pas vif, puisque sa maison n'était qu'à 10 minutes d'où nous étions, où nous savions que tout pouvait arriver entre ici et là si nous ne faisions pas attention. À environ 5 minutes de là, un autre cri retentit depuis la forêt, mais cette fois il changea par rapport au précédent, devenant de plus en plus animal à mesure qu'il se prolongeait. Nous avons de nouveau accéléré le pas, la lumière du jour ayant presque complètement disparu, et nous avons finalement atteint son perron, et c'est là que nous l'avons entendu derrière nous. Dans la lisière des bois, nous avons entendu un cri strident, une affreuse combinaison entre le chant d'un coq, le bêlement d'une chèvre et l'aboiement d'un chien. Après cela, quoi que ce fût, la créature a sifflé et a commencé à venir vers nous rapidement. Les feuilles des arbres bruissaient à mesure que la créature s'approchait de plus en plus, sautant des branches pour atterrir dans les broussailles et les petits arbres.
Elle a foncé vers nous et s'est arrêtée juste avant de sortir du couvert des arbres, respirant bruyamment et pointant ses doigts osseux et griffus hors des broussailles vers nous, les repliant dans un geste qui semblait nous inviter à nous approcher. Après cela, mon ami a déverrouillé sa porte et l'a ouverte d'un coup. Nous sommes tous les deux entrés en trébuchant et l'avons claquée derrière nous. Aussitôt que nous l'avons fait, cette chose, quoi qu'elle soit, s'est jetée contre la porte et a essayé de la défoncer. Si ce n'est pas pour nous faire du mal, au moins pour nous effrayer. On aurait ensuite dit qu'elle sautait de son porche pour retourner dans un arbre, puis qu'elle s'enfuyait dans les bois. Plus tard dans la nuit, nous avons entendu quelques grattements occasionnels, ainsi que des tapotements sur les fenêtres et d'autres parties de la maison, mais nous n'avons pas pris la peine d'ouvrir les stores pour des raisons évidentes. Heureusement, nous avons eu la chance de ne pas voir à quoi cela ressemblait, mais nous avons eu la malchance d'entendre son cri strident et de voir ses doigts, griffus, osseux et fins. C'est juste l'une des nombreuses expériences inconfortables, mais tout aussi excitantes, que nous avons vécues ensemble. Lui et moi sommes sensibles à ce genre de choses, et d'après ce que nous avons pu déterminer, après tant de rencontres avec des êtres intrépides, à la fois effrayants et fascinants, nous sommes perçus comme quelque chose de curieux à leurs yeux, que nous pouvons soit gêner, soit aider. En résumé, pour passer un bon moment, visite Holbrook en Caroline du Sud. C'est dans le comté de Dorchester, un quartier pittoresque et calme. Malheureusement, la plupart a été détruite pour des projets immobiliers, mais ça n'empêche pas vraiment les choses étranges de se produire. Reste simplement sur tes gardes et fais attention à toi. Je suis un membre natif de la tribu Kiowa. Je ne sais pas si cela a un rapport avec l'événement que je m'apprête à décrire. C'est simplement à des fins descriptives. Quoi qu'il en soit, j'ai grandi dans un lotissement, là où la plupart des Kiowa de ma ville natale vivent depuis la construction du lotissement. Il y avait aussi plusieurs autres enfants de mon âge qui y vivaient. Il se compose de 3 rues reliées par 2 rues de chaque côté. Ma grand-mère habite à l'un des coins au bout de la rue du milieu. La rue qui relie les 3 rues principales est bordée d'une clôture de barbelés de taille standard avec des propriétés agricoles de chaque côté. Il y a un lampadaire à l'angle juste devant la maison de ma grand-mère. Une nuit, quand j'avais environ 15 ans, j'étais dehors sous ce lampadaire avec 2 amis, en train de parler, de plaisanter et tout ça. Soudain, je remarque une silhouette animale assise près de la clôture, à l'angle où commence l'autre rue principale. Il y a un lampadaire et il y a un puits. Mais la silhouette était assise à un endroit obscurci par les ombres de quelques grands arbres aux branches surplombantes. Elle est tournée dos à la clôture. Elle reste immobile et ne fait aucun bruit. Elle semble entièrement noire, assise sur ses pattes arrière comme un canidé, et je peux clairement voir ses yeux qui émettent une douce lueur jaune. Je la montre à mon ami et je demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il se tourne pour regarder, et nous restons tous à fixer la chose, essayant de comprendre ce que c'est. Il nous regarde droit dans les yeux pendant quelques secondes qui semblent durer une éternité, puis d'un seul mouvement fluide, il se tourne tout en sautant par-dessus la clôture, qui fait bien 1,50 m de haut, et disparaît dans l'obscurité sans faire le moindre bruit, alors qu'il n'y avait que de l'herbe haute, des feuilles en mortes et des branches de l'autre côté de la clôture. Inutile de dire que nous avons filé d'ici et sommes allés chez la grand-mère de mon ami, dans la rue, tout au bout de l'endroit où nous avions vu la créature. Ma famille en était au powwow, donc il n'y avait personne chez ma grand-mère, et il était hors de question que je reste là tout seul après ça. Nous avons raconté à la grand-mère de mon ami ce que nous avions vu. Elle a dit qu'il y a beaucoup de mystères dans l'obscurité en Oklahoma, et que nous devrions être reconnaissants que ce n'était pas malveillant. Il se passe beaucoup de choses étranges là-bas. J'ai grandi avec plein d'autres histoires racontées par mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Je ne pense pas que je veuille savoir ce que c'était.
j'adore la spéléologie. J'adore vraiment ça. J'ai rejoint un club de spéléologie. Ils t'envoient un dossier d'information une fois par mois sur les visites de grottes à l'honneur. Un mois, ils ont envoyé un dossier contenant une visite de spéléologie sauvage de 7 et 8 heures. J'ai déjà participé à des visites de grottes sauvages, ce n'était pas trop difficile. Peut-être un peu de rappel ou d'escalade, mais pas plus d'1 heure. Celle-ci avait une vraie montée dangereuse. Si tu allais trop à droite, tu restais coincé. Si tu glissais trop loin, tu pouvais tomber dans un trou. Se faire secourir dans une grotte profonde, c'est quasiment impossible. Nous étions 5, 3 guides, moi et une autre personne. À mi-chemin dans la grotte, ils nous ont laissé nous reposer sur une sorte de petite corniche peu profonde, juste à côté du plus grand précipice de la grotte. Les guides nous ont expliqué qu'avec les groupes plus nombreux, ils faisaient les camps dans l'expérience de l'obscurité totale et demandaient à tout le monde d'éteindre leur lampe frontale et de simplement regarder autour. Quand il nous a fait signe de faire pareil, nous l'avons fait, et au bout d'une 30aine de secondes, il y a eu ce bruit. Honnêtement, ça ressemblait à des pas, puis à des pierres qui tombèrent, et enfin à un cri strident. Immédiatement, le guide principal a rallumé sa lampe frontale et nous a regardés avec un éclat de panique dans les yeux. Il pensait que l'un de nous était tombé ou avait sauté de la falaise. Il s'est tourné vers les 2 autres guides et leur a demandé s'ils avaient entendu ça. Ils l'avaient entendu sans pouvoir l'expliquer. Il n'avait pas bougé, et nous étions tous encore là. Il a appelé à la surface par radio et a demandé si quelqu'un des visites habituelles manquait à l'appel. C'était à environ 3 heures du début du sentier du sauvage, et sans nos lampes frontales, c'était littéralement comme regarder un mur noir. Aucun spéléologue, expérimenté ou non, n'aurait pu aller aussi loin. Les guides nous ont demandé si nous voulions continuer l'expérience, et ils comprendraient et nous rembourseraient si nous décidions de ne pas le faire. Nous avons continué et nous avons finalement terminé la visite. Le reste s'est déroulé normalement, mais j'ignore ce que cela aurait pu être. Ce n'étaient pas des pas d'animaux, et ce cri était à glacer le sang. Dans les années 80, j'étais campeur dans cet endroit appelé les Adirondack, un parc d'État de 6 millions d'acres dans le nord de l'État de New York. Tous les camps ont leurs propres coutumes, et je ne sais pas si cela se faisait ailleurs, mais quand j'étais assis autour d'un feu de camp et que la fumée me soufflait au visage, on disait la phrase « Je déteste les lapins blancs », et je vous jure que ça marchait. La fumée changeait immédiatement de direction. Non, ce n'était pas le souffle en prononçant ces mots qui faisait bouger la fumée. On disait que c'était une sorte d'incantation vaudou. Les choses étaient donc différentes dans les années 80. Les choses qu'on faisait à l'époque auraient pu te faire renvoyer du camp si tu te faisais attraper. De nos jours, ça pourrait même finir en procès, ou en peine de prison. Comme la fois où mon moniteur m'a enfermé dans sa chambre avec un pack de 6 Budweiser grandes canettes et m'a dit que je ne pouvais pas sortir tant que je n'avais pas tout fini, mais ça c'est une autre histoire. Ce camp était situé juste au bord d'un très grand lac, parfaitement préservé. Parfois, mais il y avait des randonnées et des excursions en canoë vers des îles du lac. Tu pouvais choisir l'aventure. Donc nous étions en excursion en canoë vers une vraiment grande île qui n'était pas très loin du camp. Nous étions tous les fainéants, les fumeurs et les camés lors de cette randonnée. Mon genre de pote. L'île était tellement grande qu'il y avait un sentier de course assez large qui faisait le tour du périmètre de l'île, assez large pour qu'on puisse facilement y faire le tour en quad. Et ils étaient un des plus larges que moi à l'époque. Donc, j'ai mentionné que c'était les années 80, n'est-ce pas? Ce soir-là, quelques campeurs faisaient la fête avec le moniteur. On buvait des bières et quelqu'un avait des champignons auxquels je n'ai pas touché. Oui, nous étions autour du feu. Quand la fumée soufflait au visage de quelqu'un, il disait la phrase « Je déteste les lapins blancs ». La fumée bougeait. Le prochain à recevoir la fumée prononça les mots et la fumée bougea de nouveau. Les mots commencèrent à être prononcés plus rapidement, alors que la fumée passait de plus en plus vite d'une personne à l'autre. Au sommet de ces incantations frénétiques,
la fumée commençait presque à ressembler à un vortex. Le lendemain matin, j'ai ouvert notre tente et j'ai vu, allongé sur le sol, traversant toute la largeur du sentier de course, le plus gros lapin que j'ai jamais vu de ma vie jusqu'à présent. Il était mort. Il avait les yeux vitreux et bleus, et il était blanc. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous avons une vidéo très spéciale, extra longue, mettant en vedette les talents incroyables de Raven Reeves. Quand vous aurez terminé ici, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à sa chaîne. La vidéo en question que nous aimerions que vous regardiez parle de la paralysie du sommeil, et je suis sûr que vous allez tous beaucoup l'apprécier. Mais sans plus attendre, il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Mon frère et moi faisions du camping à l'extérieur de Wasp, au pied des Appalaches. Lui, moi et 2 chiens étions assis autour d'un feu à 2 heures du matin. Un rocher de la taille d'un ballon de basket a été lancé du sommet de la falaise, qui se trouvait à environ 15 mètres de haut, dans une trajectoire arquée, et a atterri juste devant notre feu. Nous avons pensé qu'il avait juste roulé depuis plus haut et accéléré. Mais ensuite, nous avons entendu des grognements. Pas comme un puma ou un ours, beaucoup plus profond. Nos chiens, qui étaient des chiens de chasse très silencieux, ont commencé à grogner, la queue entre les pattes. On s'est précipité dans la tente et on a pris nos fusils parce que quelque chose qui peut lancer une pierre se fiche évidemment des balles. Une autre fois, mon oncle et moi chassions dans le sud de l'Alabama, dans un immense verger de vieux pins. Nous sommes tombés sur une quinzaine de carcasses de cerfs tout en haut des arbres. On a juste mis ça sur le compte des braconniers. Et nous avons continué notre chemin. Une fois que nous étions dans le Mirador, nous avons entendu des cris, comme ceux d'une femme, mais c'était tellement guttural que ça m'a donné la chair de poule, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans les yeux de cet homme. Il m'a regardé et a dit « fuyons », puis il a commencé à ranger l'équipement. Plus tard, un de ses bons amis, un Amérindien à part entière, a expliqué que c'était le cri d'un Wendigo. Je ne sais pas s'il se moquait de nous ou non, mais je n'avais jamais entendu un son pareil auparavant, et il m'a fallu quelques années avant de retourner dans les bois, que ce soit avant ou après le lever du jour. C'était la fin de ma première année à l'université. Alors mon ami et moi avons passé un week-end seuls dans la cabane de ma famille pour fêter ça. Le week-end a été plutôt calme. Les choses les plus excitantes qui se sont passées étaient de brûler une pizza sur le barbecue et un Tamiya qui a essayé de me rejoindre pendant que j'utilisais les toilettes extérieures. Mais ensuite nous avons dû partir. Même si j'étais allé à la cabane chaque été depuis ma naissance, je ne savais pas vraiment comment y aller ou en revenir. Nous utilisions le système de positionnement global du père de mon ami. Il était assez vieux, et il n'avait probablement pas été mis à jour depuis un moment, ce qui explique sans doute pourquoi il nous a emmenés là où il l'a fait. L'itinéraire qu'il nous a fait prendre m'était inconnu, mais qu'est-ce que j'en savais? C'était un système de positionnement global, je lui faisais assez confiance pour nous amener là où nous devions aller. Il nous a fait prendre une route secondaire sinueuse que je savais être la mauvaise. Mais j'ai continué en pensant que peut-être il traversait la forêt et que ce serait plus rapide. C'est là qu'il m'a dit de tourner à gauche. J'ai obéi, mais j'étais extrêmement confus parce que ça ressemblait à un chemin de terre. J'ai ralenti et j'ai regardé le système de positionnement global. Quand mon ami a laissé échapper un orifié, oh mon Dieu. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé que nous n'étions pas du tout sur la route. Nous étions dans l'allée de quelqu'un. Puis j'ai vu les poupées. Elles étaient entusées par le temps, pleines de saleté et décolorées par le soleil. Celles que j'ai remarquées étaient les clowns et les têtes sans corps. Il y en avait tellement que je n'ai pas pu toutes les regarder. Chaque poupée était suspendue à un arbre. Mon ami et moi crions alors. Elle me criait dessus pour que je me relève et que je sorte de là.
Et moi, je criais « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» encore et encore. Nous sommes revenus indemnes sur la route principale. Et nous l'avons suivi jusqu'à ce que le système de positionnement global nous indique un autre itinéraire qui nous a ramenés chez nous sans autre incident. Même si je n'ai pas vu la personne qui vivait dans cette maison délabrée, c'était l'une des choses les plus terrifiantes qui me soient arrivées. Je n'arrivais même pas à croire que c'était réel pendant que ça se passait. J'avais l'impression d'être au cœur d'un film d'horreur sur un tueur en série obsédé par les poupées. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si la personne qui vivait là avait été présente quand nous sommes arrivés chez elle, mais j'essaie de ne pas laisser mon imagination prendre le dessus. J'espère sincèrement que nous ne rencontrerons jamais cette personne. Cette histoire s'est déroulée dans la maison de mes parents. Elle se trouve au milieu de nulle part, à 2 kilomètres à la ronde sans aucune autre maison, dans la forêt noire. Mes parents sont sortis faire la fête avec mon oncle. J'avais 8 ans, ma sœur 6, et nous devions rester à la maison. Rien de grave. Nous étions souvent seuls à la maison, car mes parents sortaient bureau beaucoup. Moi, à 8 ans, j'ai servi des snacks et ma sœur et moi avons regardé la télé dans le lit de mes parents, qui était à l'étage supérieur. Nous adorions regarder la télé ensemble, comme tous les enfants. Au bout d'1 heure ou deux, nous nous sommes endormis, et la télé s'est éteinte automatiquement. Avance rapide jusqu'au milieu de la nuit, et quelqu'un crie à l'aide dehors, juste sous ma fenêtre, qui était ouverte. Je me suis réveillé en sursaut, terrifié, et bien que pleinement conscient, je doutais de la réalité de la situation. Environ 20 secondes plus tard, ma sœur m'a demandé si j'avais entendu ça, et mon cœur s'est retourné dans ma poitrine. C'était réel. Je lui ai confirmé que ça ressemblait à la voix de maman. Elle a confirmé, toutes les deux mortes de peur, allongées dans le lit de mes parents, trop effrayées pour bouger. Quand un autre appel à l'aide est arrivé, rapide comme l'éclair, j'ai couru vers la fenêtre quittant la sécurité de mon lit, j'ai crié pour ma mère mais personne ne répond et ma sœur me demande si maman est dehors et ce qu'elle fait là. Puis encore une fois, quelqu'un crie à l'aide. Je crie aussi fort que je peux et je demande si ma mère est là dehors, mais personne ne répond. Je retourne en courant dans le lit de mes parents, terrifié, effrayé, et ma sœur et moi pleurons beaucoup. Les cris continuent et j'ai dit à ma sœur de rester au lit pendant que je commence à descendre en courant pour attraper le téléphone et pour appeler ma mère ou mon père. Je me ressaisis, je descends en courant, je me précipite pour prendre le téléphone, puis je retourne au lit. Mon cœur bat à tout rompre. J'appelle ma mère, mais elle ne répond pas, et mon père ne décroche pas non plus. Personne ne répond au téléphone. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis qu'ils étaient sortis de la maison. Les cris persistent. Ma sœur et moi n'avons jamais eu la relation la plus proche, mais à ce moment-là, nous étions coincés ensemble et nous nous protégions mutuellement ainsi que la maison. Nous nous sommes endormis enlacés, en pleurant. Passons au lendemain matin, 8 heures. Nous nous sommes réveillés, le lit était vide. Toujours effrayés de sachant, nous sommes descendus les escaliers à la recherche de nos parents, mais ils n'étaient pas à la maison. J'ai dit à ma sœur de s'allonger sur le canapé pendant que je regardais Kuntu par la fenêtre, et je suis allé à la fenêtre de la cuisine pour voir s'il y avait une trace de sang ou quelque chose, mais rien. J'ai couru vers ma sœur et nous avons attendu sur le canapé un signe de mes parents, sans rien dire. À 9 h du matin, ils ont ouvert la porte, complètement épuisés, en nous disant qu'il y avait eu un accident de voiture dans la nuit, à peu près au moment où nous avions entendu les cris d'appel à l'aide. Ils n'ont pas pu répondre à leur téléphone parce que les batteries étaient déchargées. Ma sœur a commencé à leur raconter ce qui s'était passé et je savais déjà qu'ils ne nous croiraient pas. Je jure que c'est vraiment arrivé et que c'est 100% vrai. Mais à ce jour, ils pensent-ils toujours que nous avons tout inventé ? J'espère que la personne qui criait à l'aide allait bien. Je suis allé à Moonville quand j'étais à l'université à Nelsonville.
Nous avons décidé vers 10 heures du soir d'aller chercher ce tunnel et nous sommes arrivés vers 10h45 sans savoir qu'il y avait un parking et un pont qui menaient directement à lui. Nous nous sommes garés à quelques kilomètres plus loin sur une vieille voie différée et un sentier. Notre ami nous a promis qu'il connaissait le chemin à partir de là, et nous avons suivi le sentier pédestre qui s'arrête brusquement à un talus très raide, presque à 90 degrés. Nous descendons tous et nous atteignons ensuite le ruisseau Raccoon et traversons une zone peu profonde. Nous avons erré un peu jusqu'à minuit environ, essayant de trouver le tunnel et quelque chose de particulièrement paranormal ou hors du commun. Quand tout à coup, nous nous sommes retrouvés dans une sorte de canyon et tout au milieu était composé d'arbres morts, d'oiseaux, d'insectes. Rien n'était vivant, des cadavres d'animaux couvraient le canyon. À une extrémité, il y avait une falaise d'environ 10 mètres de haut et je ne sais pas ce qu'il y avait là. Quand nous avons trouvé la sortie du canyon, c'était comme si nous venions de quitter un autre monde. Tout était à nouveau vivant et on pouvait entendre les oiseaux. En y repensant, nous pensions n'y avoir passé que 30 minutes. Alors nous avons vérifié nos téléphones qui nous servaient de lampes de poche et étaient presque déchargés. Il était 3 heures du matin. Sachant que c'était l'heure des sorcières en tout, on a tout commencé à paniquer un peu en pensant aux cultes et aux rituels sacrificiels qui se déroulaient dans les bois. On ne savait pas où on était, on essayait d'utiliser les cartes mises sur nos téléphones, mais il n'y avait pas de réseau, donc ça ne servait pas à grand-chose. Les téléphones se sont éteints un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un peu de batterie sur le dernier téléphone. On a fini par trouver la route de gravier à une seule voie, on a rejoint nos véhicules et on s'est tiré de là. Depuis ce jour, je n'y suis revenu qu'une fois, en plein jour, après avoir découvert le pont. C'est clairement l'une des expériences les plus flippantes que j'ai vécues là-bas, et je ne suis jamais retourné à cet endroit depuis. Je suis très proche du fils de 7 ans de mon petit ami, et samedi dernier je l'ai emmené dans l'un de nos parcs locaux pour faire de la luge. Il y a une colline spécialement dédiée à la luge et de nombreuses familles l'utilisant en hiver. En réalité, c'est un large barrage qui traverse le parc près du lac. Je devrais préciser qu'il y a aussi une piste cyclable et piétonne tout autour du parc, qui passe en fait au sommet du barrage et mène soit à un trottoir de la route principale, soit redescend en courbe pour continuer le chemin en bas de l'autre côté de la colline. Nous sommes arrivés vers 15 heures. Et nous nous sommes éclatés tout l'après-midi à faire de la luge et à nous aventurer sur le lac gelé. C'était une journée assez animée au parc, mais vers 17h30, il commence à faire sombre, donc la température baissait, et les gens commençaient à rentrer chez eux pour le dîner. Cela n'a pas dérangé mon petit bonhomme, car avec moins de monde, il avait la colline pour lui et pouvait choisir les meilleurs endroits pour la luge. En jouant, j'ai vu un homme marcher sur le sentier en haut de la colline. Mais je n'y ai pas vraiment prêté attention, car il restait encore un groupe qui faisait de la luge. Je l'ai quand même observé parce que je trouvais ça un peu étrange de se promener seul dans le noir, sans chien ni rien, alors qu'il faisait assez froid. Et puis, je me suis dit qu'il ne devait probablement pas être un employé du parc qui faisait une ronde de sécurité parce qu'il n'était pas assez tard pour ça, et d'habitude ils sont dans des véhicules chauffés. Donc c'était un peu bizarre, mais il a juste suivi le chemin la tête baissée, et quand je l'ai vu passer complètement, j'ai laissé les enfants continuer à faire de la luge. Quand je nous ai amenés en haut de la colline, j'ai regardé en bas de l'autre côté et je l'ai vu marcher le long du chemin là-bas. J'ai mis cette impression bizarre sur le compte de ma paranoïa à propos des tueurs en série et des gens qui enlèvent tant des personnes, ce genre de choses. Je n'ai vraiment même pas remarqué que l'autre groupe était parti tellement nous étions absorbés par nos petites compétitions de course. Je n'avais pas beaucoup mon téléphone dehors non plus, parce que je ne voulais pas que le froid vide la batterie plus vite. Mais en repensant à l'endroit où j'étais quand j'ai appelé mon petit ami, je crois que j'ai revu l'homme vers 6h30. J'étais en bas, en train de lancer des provocations aux gamins en haut,
lui disant qu'il ne pourrait pas dépasser la distance que j'avais parcourue quand j'ai vu l'homme marcher à nouveau, juste dans la direction du fils de mon petit ami. La taille, la couleur du manteau et l'attitude de ce type étaient exactement les mêmes, mais à part ça, je ne pouvais pas être sûr à 100% que c'était la même personne. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé à quel point il faisait sombre, à quelle distance ma voiture était le garée sur le parking et à quel point nous étions vraiment seuls. Seules 3 autres personnes, peut-être, restaient dans leur cabane de pêche sur glace à environ un demi-mile sur le lac. J'ai crié « Dépêche-toi » aussi enjoué que possible. Le gamin est descendu en luge et le type passait par là exactement comme il l'avait fait auparavant. À ce moment-là, j'étais très mal à l'aise et j'ai dit à mon petit pote qu'il était probablement temps de partir. Il a insisté pour que je remonte une fois de plus afin de voir si je pouvais battre sa distance. Ce gamin attendait cette journée de luge depuis une éternité et s'amusait tellement, alors je suis rapidement remonté la colline et je me suis préparé à descendre en luge. Le gasset était maintenant à ma gauche, à une bonne distance, et il avait l'air de simplement vouloir marcher sur le même chemin. J'ai commencé à descendre en luge tout en gardant la tête tournée vers lui. Il était presque sur le trottoir principal quand, tout à coup, je l'ai vu tourner la tête en diagonale vers le bas de la colline, dans notre direction. Il fonçait droit sur nous, comme une flèche. J'étais mort de peur. J'ai atteint le bas de la colline, je me suis relevé et j'ai couru vers le parking devant nous. Le fils de mon petit ami était à moitié concentré sur le fait que je ne l'avais pas laissé descendre toute la pente en luge, et à moitié sur le fait de retrouver sa gourde avant qu'on parte, qui gisait dans la neige. Je ne voulais pas lui faire peur, mais j'ai dit « Laisse tomber, il faut qu'on parte, laisse-la, c'est tout ». Le gars s'approchait, descendant avec une main dans la poche de son manteau pendant qu'on battait en retraite. Ça ne semblait pas assez dangereux pour qu'on se mette à courir. En plus, ma voiture était au fond du parking et le sol était vraiment glissant. Appel automatique 911. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai ressenti une montée d'adrénaline et j'ai poussé le gamin qui se plaignait encore de la bouteille. Derrière moi, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon petit ami, en priant qu'il soit déjà sorti du travail parce que je n'ai même pas réalisé l'heure avant plus tard, vers 6h45. Il a répondu et j'ai dit fort « Hé mon pote, c'est au téléphone. On quitte le parc. Tu veux que je prenne quoi pour le dîner ?» J'avais très peur que ce type sorte une arme ou un couteau et essaie de nous forcer à aller ailleurs. Et je savais qu'un coup de fil n'intimiderait probablement pas quelqu'un qui veut vraiment te faire du mal, mais c'est ce que mon moi effrayé et stressé a décidé de faire. J'ai continué à demander à mon petit ami à quelle heure il finissait le travail, même si je savais très bien exactement quand il finissait, et d'autres questions qui pourraient lui faire comprendre qu'il se passait quelque chose. Il y a juste répondu comme si j'étais idiot, et pendant qu'il me parlait, le type est passé tout près de nous. Il était grand et portait une capuche, mais je pouvais voir son visage et ses lunettes. Il y avait tellement d'espace libre autour de nous, et il a marché si près de moi que son manteau m'a presque frôlé et que la buée de ma respiration l'a touché. Il a gardé les mains dans ses poches tout le temps. J'ai 24 ans, je mesure 1m55 et je n'avais même pas ma bombe au poivre sur moi parce que mon sac était dans ma voiture. Heureusement, il a juste continué son chemin sans se retourner. Et il a disparu derrière un camion sur le parking, très discrètement. J'ai chuchoté à mon petit ami qui commençait à s'agacer de mes questions étranges. « Est-ce que tu peux juste rester au téléphone avec moi ?» Il s'est arrêté et a demandé « Tu as peur ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai rapidement expliqué la situation et j'ai tiré mon enfant qui protestait jusqu'à ma voiture, où je l'ai fait monter, j'ai mis les luges à l'intérieur et je me suis tiré de là. Je pense qu'il y a quelque chose dans ton cerveau qui te pousse à croire qu'une mauvaise situation n'est pas en train d'arriver. Je n'arrêtais pas d'essayer de minimiser tout ce qui se passait, probablement pour ne pas paniquer. Maintenant, je ne cesse de penser à quel point c'était flippant qu'il soit revenu après que tout le monde soit parti et qu'il ait apparemment pris la décision de faire demi-tour et de descendre la colline en courant vers une femme et un enfant
qui était tant seul dans un parc sombre. Même s'il n'avait pas de mauvaises intentions, je suis sûr qu'il pouvait voir que j'avais peur à la façon dont je réagissais à tout ce qu'il faisait. Soit c'était un type louche, soit il manquait vraiment de conscience. À partir de maintenant, on rentre à la maison quand on voit les dernières personnes partir et que ça commence à devenir sombre. Quand j'étais enfant, ma famille a fait le tour de l'Europe avec une grande tente caravane pliante. Nous étions basés en Allemagne à la fin des années 70. À l'époque, c'était nos vacances d'été et nous les passions dans la voiture, à tirer la caravane et à camper à travers différents pays. Des choses intéressantes se passaient en toujours dans les campings. Une fois, nous avons failli être emportés par une inondation soudaine lors d'un orage dans la vallée de la Loire. Une autre fois, toutes nos chaussures étaient remplies de limaces, mais la fois effrayante s'est passée quelque part en France. Nous campions dans un terrain de camping situé sur une très vieille propriété. En plein milieu du camping, il y avait un vieux château abandonné. Il n'était pas très grand. On pouvait voir à travers les fenêtres que tout le papier peint se décollait des murs. Certaines pièces visibles avaient des rideaux en lambeaux et quelques meubles. Les portes étaient verrouillées avec des chaînes et il y avait un panneau « Défense d'entrée » en français à l'entrée. Mon frère, ma sœur et moi jouions autour de l'ancien bâtiment au crépuscule, regardant par les fenêtres jusqu'à ce qu'on nous appelle pour retourner à la tente pour la nuit. Environ 10 autres emplacements étaient occupés cette nuit-là. Plus tard, vers 1h du matin, j'avais vraiment très envie d'aller aux toilettes. J'étais assez grand pour avoir le droit de prendre ma lampe de poche et d'aller aux toilettes tout seul. J'ai discrètement ouvert la tente et suis sorti avec ma lampe de poche. Je devais passer près de cette maison effrayante. J'ai fait le tour de la maison au plus vite. Sur le chemin du retour, je suis passé devant la maison et quelqu'un d'autre marchait en diagonale par rapport à moi et sa lampe de poche s'est reflétée sur les fenêtres. J'ai jeté un coup d'œil vers la lumière et il y avait une silhouette géante à la fenêtre, juste derrière les rideaux que la lumière illuminait. Elle était massive. Elle était sombre et ses yeux blancs m'ont cligné dessus un instant. La lampe torche de la personne est passée assez vite et en quelques secondes, la silhouette avait disparu. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie pour retourner à la tente. Ma mère a dit qu'elle m'a entendu arriver quand elle a entendu mes tongs claquer comme un fou en revenant à la tente. Je n'en parlerai que le matin quand il ferait de nouveaux jours. Permettez-moi de commencer par dire que je suis l'une des personnes les plus sceptiques que vous rencontrerez jamais. Je ne suis pas religieux, je ne crois pas aux fantômes ni aux extraterrestres, même si je pense qu'il pourrait y avoir de la vie quelque part, dans l'immensité de l'espace ou quelque chose comme ça. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais rencontrée et je n'ai aucune explication logique à cela. Il n'y avait ni drogue, ni alcool, ni rien de ce genre impliqué. Mes amis et moi allions camper dans les White Mountains du New Hampshire presque tous les étés, au lycée et quelques années après, jusqu'à ce que la vie suive son cours et que nous prenions des chemins différents. Étant une bande d'adolescents désorganisés, à moitié adultes, nous mettions toujours un temps fou à nous préparer et à partir, ne quittant généralement le sud du Massachusetts où nous vivions qu'en fin d'après-midi ou en début de soirée. Une année, tout savais-ce-nano, nous sommes arrivés là-bas vers 10h du soir et nous avons décidé, plutôt que de marcher dans les bois, de simplement camper ou dormir sur le parking et de partir en randonnée le matin. Après s'être un peu détendu et avoir mangé, tout le monde est allé se coucher sauf moi et un autre gars. Nous avons fini par nous promener sur un petit pont en bois au-dessus d'une rivière, et c'était une nuit parfaitement claire, remplie d'étoiles et d'une lune assez brillante. Pendant quelques heures, nous avons discuté de tout et de rien. Des films, des jeux, la vie et ce genre de choses. Il devait être bien passé minuit à ce moment-là. En discutant, nous avons tous deux ressenti qu'il y avait quelque chose. Et c'était sinistre. En regardant au bout du pont,
Il y avait cet énorme arbre mort, sans feuilles, seulement des branches griffues qui se coupaient sur le ciel. On était tous les deux comme: Mec, je te jure que cet arbre nous fout la trouille, mais c'est juste idiot, non? Au début, sans ça, on a essayé de se dire que c'était des stupides, mais on se sentait de plus en plus mal à l'aise, jusqu'à ce que je dise finalement, tant pis, je suis un adulte. J'ai pas peur d'un foutu arbre, je vais y aller. J'arrive à peu près aux 2 tiers du chemin et j'ai l'impression que quelque chose a attrapé mon cœur qui battait fort et je suis devenu glacé. J'ai reculé et je me suis dit, ouais, j'ai peur d'un arbre. Je pense sérieusement que je ne reviendrai pas si j'y vais. Nous nous sommes retirés du pont et avons décidé de retourner dormir dans les sacs de couchage près de la voiture. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous avons décidé de partir en randonnée sur le sentier en traversant ce pont. À mi-chemin, mon ami s'est figé. Mec, je regarde de l'autre côté du pont, c'est une clairière, il n'y a pas d'arbre là-bas.